Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Cette semaine, je suis avec Croissant et Night à la régie, qui nous écoutent mais qui ne peuvent pas parler. Voilà, comme ça il ne pourra pas nous parler de failles, c'est très bien. Euh, et aujourd'hui, on va parler de plein de trucs. Comme la semaine dernière, c'était Arthur qui a tenu le micro et qui racontait plein de trucs très intéressants, parce qu'il était sur place du Pro Tour. Nous, on va aussi raconter comment est-ce qu'on a vécu le Pro Tour, de loin du coup, avec un peu de décalage horaire, mais aussi avec l'occasion de caster avec les bugs de la chaîne Heavy Hunters. Et ensuite, on va probablement faire un récapitulatif, qui est à la bourre du coup, parce que ça fait 2 semaines, 3 semaines maintenant, je sais plus. Bon, enfin passons. Du Pro Tour, de ce qu'on en a pensé, de ce que ça veut dire pour le futur, qu'est-ce que ça veut dire pour les ProQuest, etc., etc. Voilà. Mais avant ça, bonjour Croissant, comment vas-tu? Bonjour. Bah, ça va très bien et toi? Bah, c'est parfait. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine sur Fab? Bon, ça fait 2 semaines, mais t'as compris. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des games de Blitz avec Datadol. Ah, C'est est-ce que c'est c'était très aussi marrant. désastreux qu'avant? Parce que t'en as déjà parlé, et ça avait déjà l'air désastreux. Et du coup, est-ce que c'est mieux? Ou est-ce que c'est Attends, j'en ai parlé différent? à celle où j'ai fait 2-2. Ouais, je crois. Mais hein? Mais c'était pas il me semblait que je l'avais fait genre, le week-end avant le Pro Tour. Donc normalement, j'en ai pas parlé, mais peut-être je me trompe. Moi, je me souviens que tu as déjà parlé de game avec Datadol, où tu Bon, en t'attendais tout à perdre, cas, et puis en fait, t'as fait des trucs un peu stylés. Mais mais c'était pas il y a genre longtemps. vas-y, Bref, détail. on s'en fout. En tout cas, je fais des games. Je vais juste en raconter une parce qu'elle est non, en vrai, je vais en raconter 2. J'étais à Majestic, donc la semaine dernière, parce que bah, du coup, je n'étais pas là pour enregistrer, puisque Arthur prenait vaillamment ma place et avait des choses bien plus intéressantes à raconter. Mhm. Et du coup, je viens avec ma petite Datadol et tout, machin. J'ai battu une prisme, j'ai perdu contre l'empereur, j'ai perdu contre Lexi Death Dealer Lightning, Ah, je connais ça. et j'ai gagné contre Betsy. Ok. Alors, on va commencer par la game contre Lexi Lightning, parce qu'elle était très intéressante. Et mon adversaire se reconnaîtra. Merci à toi pour la game très intéressante. C'est-à-dire qu'en C'est du fait. sarcasme, ça, non? Quoi? C'est du sarcasme, ça, non? Non, pas du tout. C'est-à-dire Ouais. que mon adversaire a commencé. Et bah, en fait, dans ma main, j'avais genre une carte qui bloquait et 2 items. Donc bah, déjà, j'ai pris des dégâts tour 0. Hein. Puis ensuite, j'ai pioché un autre item. Donc ouais, j'ai pas pu booster. Donc j'ai pas pu genre jouer mon héros en fait. Et tour d'après, je me suis retrouvé à nouveau avec une main avec genre 2 items. Et du coup, bah en fait, le deck en face, ça faisait des 4, on hit prend 8. Et j'ai fait, bah ouais, mais je peux pas l'empêcher le on hit parce que genre, bah maman Je peux bloque pas pas bloquer. en fait. Donc voilà, la game s'est finie très vite et genre, bah en fait, je n'ai pas joué au jeu. Donc c'était une game très intéressante. Encore une fois, merci à mon adversaire pour ce bon moment. Après, Non, voilà, ça arrive. Non, ouais, mais en vrai j'ai 3 d'intellect, ça arrive, machin et tout, tu vois. ouais, Mais voilà. Après, juste, genre, je sais que je peux me faire blowout parce que je n'ai pas de bloc en main, mais genre, perdre le dice, ne pas avoir de boost sur ma première main, etc. Et du coup, enfin, genre, en fait, j'ai même pas joué la game, tu vois. C'est pas que j'ai perdu parce hmm. que j'ai pas pu bloquer tour 3 ou 4 après avoir fait des trucs, c'est que j'ai vraiment, genre, pas joué. Et du coup, c'était juste enfin, sur le coup, j'étais un peu en mode, bah, ouais, c'était pas marrant. Voilà, Mais c'était super d'avoir 20 points de vie. la round de 1 était bien plus intéressante, puisque la round de 1, c'est contre Betsy. Alors, qui peut jouer Betsy dans cette magnifique assemblée de joueurs et joueuses chez Majestic? Évidemment, c'est Olivier. Voilà, donc Olivier, le gros craquito. Moi, je suis très content de jouer contre Olivier, parce qu'en ce moment, on joue un peu moins contre en armory. Du coup, très heureux, je me dis, oh là là, et tout, c'est trop cool et tout. Et là, dans mon sideboard, il y a une tech. Il y a une tech qui s'appelle Stasis Cell. Stasis Cell, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit système bleu qui dit, quand il arrive sur la table, et quand il quitte Ou la quand tu table, l'actives. Ouais, c'est ça, enfin, quand tu l'actives, quand il quitte le champ de bataille. en fait, il a une ligne de texte qui dit, quand il arrive sur la table ou qu'il quitte la table, l'équipement adverse ciblé ne peut pas activer ses capacités activées jusqu'à la fin du prochain tour de mon adversaire. Et donc, moi, dans ma tête, au moment de faire mon sideboard,
Je me dis, qu'est-ce que je suis intelligent? Je vais utiliser ce truc-là pour empêcher le Good Time Chapeau de pouvoir faire wager toutes les attaques de ce bon vieux Olivier. Moi, à ce moment-là, tu vois, je suis vraiment. Vous voyez le même avec le mec qui a un énorme cerveau et qui s'assoit dessus Ouais, tellement il est ah intelligent, ouais. là. Bah voilà, moi, je suis vraiment comme Bon ça, tu cerveau. vois. Je suis vraiment comme ça et tout. Et je me dis, non, mais Olivier, s'il joue Betis, bon, wager, c'est un homme de goût et tout. On révèle nos équipements et ce bon vieux Olivier, il flippe Rampart of the Ramshead. Et là, Ah, dans le ma tête, je me président. dis, bon, bah, c'est pas un homme de goût. Du coup, il va pas du tout wager avec Good Time Chapeau et il va juste me fatigue Madaron. Et en fait, le truc, c'est que normalement, tu peux pas trop te faire fatiguer avec Datadol si tes items sortent bien parce que, en fait, t'as un setup de pistole en fin de partie. Sauf que, comme t'en as pas autant et que t'as que 3 cartes en main par rapport à quand tu joues le même setup avec Dash en CC, en fait, l'adversaire peut plus longtemps garder des cartes en main pour continuer à t'attaquer, donc il faut que tu aies un certain nombre de cartes dans le deck pour pas te faire fatigue. Et là, en plus de ça, avec Rampart, en fait, mon adversaire peut bloquer genre 6 par tour avec une bleue qui retourne dans le deck, et du coup, les maths sont encore plus en sa faveur, autant en termes d'HP qu'en termes de cartes d'économie. Et du coup, genre là, vraiment, moi, je suis en mode, bon, c'est perdu, hein. Bon, la game se passe, j'ai une très bonne sortie, genre tour 2 ou 3, je crois. Je fais boost, après je fais Teklo Foundry et je fais Banish Purifier, Banish Purifier. Du coup, là, on est en mode let's go, tu vois. Puis après, lui fait des trucs avec Rampart et tout, machin. Bon, la game se passe. Il reste genre 5 cartes dans mon deck. Et là, en fait, je bannis un item avec microprocesseur, un item dessus de mon deck. Et c'est la Stasis Cell. Et donc, quand elle arrive sur la table, je fais oh, oh, tu pourras pas utiliser ta tunique, haha, perds ton pitch. Et juste après, genre la carte touche la table, tu vois. Et là, je me rends compte qu'il y a une deuxième ligne de texte sur Stasis Cell qui dit en action, tu la remets sous ton deck, l'action à go again évidemment. L'équipement ciblé adverse ne peut pas bloquer ce tour. Et là, Olivier, tu vois, au moment où je mets l'item, Olivier, il lit, il comprend instantanément. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, tu vois. Genre, j'étais en mode, bon, ah oui, non, Bon mais je vous cerveau. rappelle que. Non, mais Bon cerveau. je vous rappelle que moi, j'ai mis l'item pour contrer le Good Time Chapeau. À ce moment-là, à mon grand désarroi, il n'y avait plus de Good Time Chapeau sur la table parce qu'il avait bloqué avec. Du coup, j'étais en mode, Nani, que faire? Et je me suis rendu compte. Et du coup, en fait, j'ai fait, ah, mais attends, tu ne peux pas bloquer avec Rampart. Et du coup, là, bah, genre, en fait, il a pris 8 dans le tour et il a mis 3 cartes. Et j'étais en mode, bon, c'est gagné. Parce qu'en fait, du coup, j'étais à un stade où je pouvais loop la carte tous les tours et lui prendre sa main tous les tours jusqu'à ce qu'il se fasse fatigue. Et du coup, j'étais en mode, trop bien. Et voilà. Et du coup, la game était très marrante. Et puis, j'aime toujours jouer contre l'idée, puis c'est toujours cool. Voilà. Les deux autres, c'était. Celle de Prisme, mon adversaire débutait avec le perso et a eu genre des mains. Voilà. Hein. Mm. Bah, déjà, en fait, au moment où il claque Halo pour aller tuto en Figment, je lui fais nanana. D'abord, tu finis de résoudre le Halo et tu pioches. Et après, tu vas tuto le Figment. Et donc là, il pioche. Et il me révèle sa pioche et il fait tu casses les couilles, c'est le Figment que je voulais aller chercher. Et je fais ah ah ah. Voilà, donc, donc la game s'est bien passée pour moi. Et la dernière contre l'Empereur, la game était close. Mais en fait, genre avec 3 cartes en main par tour, c'est compliqué contre. C'est difficile de bloquer quand même. Bah, c'est Quand difficile de t'as bloquer, la d'attaquer et mat. d'avoir de l'AB. Enfin, genre, c'est compliqué. Même Mm. s'il y a les trucs de ward et tout, mais voilà. Mais en tout cas, c'était très marrant de voir la tête de mon adversaire qui débutait également le jeu et qui était à chaque fois que je bannissais un item et que je posais un item sur la table, il disait ça fait quoi ça? Et je faisais ça prive d'un 4 et il fait mais même les dégâts d'arcade et je faisais oui. Et c'était très marrant de voir sa tête parce que du coup il faisait Ravenous Rabble pour 4 et je faisais ok bah le ward 4 il part et là il était tout content genre en mode oh il n'y a plus de ward. Puis tour d'après je remettais un item avec ward et il était en mode encore. Ah, encore. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai fait, du coup, 2 armories, parce que j'étais les 2 derniers mercredis à Uchronies en CC. Je crois que les 2 fois, j'ai fait 3-1, mais j'ai peut-être fait 2-2 et 3-1. Enfin, en tout cas, en ce moment, je joue Dasha Elio. Et la semaine dernière, parce que je m'en souviens un petit peu, la semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué en première round contre Azalea. J'ai eu une sortie très mauvaise et le match-up est très dur. Du coup, j'ai Ouais, il est perdu vraiment sans pas facile. vraiment pouvoir jouer la game. Mhm. Genre, j'étais en mode bon. Round 2,
2, j'ai joué contre Vincent. Et. Non, c'était peut-être la semaine d'avant, ça. C'était peut-être la semaine d'avant, parce que la semaine dernière, le joueur de Vincent était sur Boltin. Ah, tu confonds toutes les semaines aussi. C'est ça, tu joues trop. Ouais, ouais. Mais du coup, donc, round 2, Et j'ai tu joué tiens à contre. raconter toutes tes games. Round 2, j'ai joué contre quelque chose. Et j'ai gagné, puisque j'ai fini en 3-1. Du coup, je crois que j'ai joué contre Boltin. Je sais que j'ai joué contre 2 Boltin ce soir-là. Et il y a un truc, je me souviens plus contre quoi c'était. Contre quoi j'ai joué? Je sais pas, frérot, j'étais pas là. Enfin, si, j'étais là, mais. Si, si, j'ai joué contre Vincent. Si, j'ai joué contre Vincent, mais c'était pas le même joueur que d'habitude. C'était pas Mathias, c'était Seb qui jouait Vincent. Mais je jouais contre Vincent. J'ai joué contre Vincent, j'ai fait une plutôt bonne sortie. Genre, c'était pas totalement de l'high roll. Mais enfin, en gros, je suis sorti comme le deck le veut, donc je suis très bien sorti. Et du coup, j'ai un peu déroulé la game. Et après, je joue contre 2 Boltin. Et bah, le premier, c'était. Enfin, ça jouait Raiden, il n'y a pas eu une énorme sortie et ça s'est bien passé. Et la dernière game, c'était contre, contre Adrien, qui la semaine d'avant au Winbox m'avait battu avec Boltin en me faisant un combo tour 3. Et là, il fait oh, tu casses les couilles et tout, je voulais jouer Raiden pour la dernière round, machin, il avait pas envie de jouer combo. Et je fais bah, joue Raiden. Haha, il est tombé dans mon piège, du coup, il a joué Raiden. Et du coup, le match-up était genre beaucoup plus simple pour moi. Parce que, bah, en fait, quand tu peux pas genre full block into me faire un combo qui fait 35, je suis en mode, bah, la game se passe bien en fait. Et du coup, bah, genre, j'ai juste fait des tours à Max V ou à Yoctan avec genre 5 coups de pistolet après. Et enfin, genre, j'ai eu une bonne sortie aussi. Ça a bien déroulé. Mais voilà. Mais ce que je retiens de la soirée, c'est que j'ai testé, pour ceux qui s'intéressent un peu à Dashio, une tech, enfin 2 techs qui sont sortis d'une liste qui a fait genre top 30, je crois, au calling de LA. Et la première, c'est de jouer Mage Master Boots plutôt que de jouer les bots de Mécano. Ce qui a l'air bizarre parce que fondamentalement, les deux font un peu la même chose, genre te donne un action point là où tu ne devrais pas en avoir. Sauf que à Shield, ça le fait que si tu as déjà boosté, et du coup, en général, c'est sur des mains qui jouent déjà, puisque c'est des mains sur lesquelles tu as des attaques. Là où Mage Master Boot, ça permet de plus sereinement poser genre 2 voire 3 items sur des mains très bizarres et d'accepter de prendre un off-turn, mais qui est un off-turn pas aussi horrible que si tu avais pu jouer qu'un seul des 2 items ou que tu avais dû en crank un des deux et que du coup, tu n'avais aucune jouabilité dessus sur le tour d'après. Et enfin, le point majeur de Mage Master Boots, en fait, c'est que du coup, ça permet, contrairement au Achille, de, quand tu as un corps on-board, un Techlo-Core on-board, au début du tour, tu gagnes 2 ressources. Tu as un Tome of Yandal en arsenal. Avec les 2 ressources de corps, tu fais pète les bottes, joue Tome of Yandal, pioche 2, tu as gagné 6 points de vie et tu as toujours ton point d'action. Et c'est assez insane comme setup. Là où avant, les Tome of Yandal, fallait les jouer un peu genre en milieu de tour, soit fallait déjà avoir boosté. Et du coup, en fait, tu avais par défaut, de toute façon, un HP de moins. Donc les bots te donnent un HP de plus. Soit fallait des setups un peu bizarres où fallait des tomes du dessus du deck si tu voulais pas craquer tes bots, des items pardon du dessus du deck pour pouvoir les crank et tout, et du coup c'était entre guillemets un peu gamble, et dans tous les cas ça te coûtait des ressources aussi, donc en général ça sortait une carte de ta main aussi. Donc là vraiment genre j'ai été assez satisfait des bots, faut que je teste plus, mais voilà. Et la deuxième tech c'est Fuel Injector, qui est un item bleu qui malheureusement n'a pas crank, donc quand vous le jouez du top, vous ne pouvez pas gagner de points d'action, un peu comme avec Techlo-Core. Par contre, en fait, il reste sur la table et il dit en instant, vous le remettez sous votre deck et vous gagnez une ressource. Et j'ai beaucoup aimé la carte, et enfin, du coup, en termes pratiques, mais même de manière théorique, la carte est insane pour plein de raisons dans le deck. Premièrement, c'est un slot de bleu. T'avais dit, je te jure, quand la carte a été révélée, que j'ai commencé à C'est bourrer des vrai? choses, je suis en mode, mais ça là, je suis sûr que c'est trop fort en fait. Il y a C'est vrai? marqué, Bah, ça sort incroyable. pas de ton deck et ça fait des ressources et c'est un instant. Je suis en mode, bah oui, ça Et crank. bah, Je suis exactement. sûr que tu peux faire des trucs avec. Mon En intuition m'avait fait, dit, c'est bien, et j'ai pas été plus loin. mais En fait, exactement, parce que en gros, l'idée c'est que, c'est un item bleu qui a du sens, contrairement à genre. Enfin, Backup Protocol bleu et Boom Grenade bleu, c'est des items qui sont ok, mais qui sont vraiment moins bons que leur autre version. Et là, c'est vraiment un item qui n'existe qu'en bleu et qui est très bon dans ce qu'il fait. Et du coup, tu peux à la fois augmenter ton compte d'item et être à genre 15 main deck, mais en ayant quand même des bleus. Ce qui fait qu'en fait, tu as 6 items bleus. Donc, l'énorme premier avantage, c'est que
tu as 15 bons items dans ta liste, et tu as aussi plus de rouges bonnes en attaque qu'avant. Là où avant, en fait, tu avais genre 3 items de plus en rouge et du coup 3 boosts de plus en bleu, et là, c'est l'inverse. Donc ça, déjà, c'est un gros plus. Le deuxième, c'est que, comme tu dis, effectivement, ça retourne dans le deck. Donc, mine de rien, c'est une légère aide à la fatigue. Parce qu'en fait, ça te permet de constamment remettre des compteurs sur le gun, de les revoir et tout, et c'est un item que tu ne perds pas. En fait, donc t'as plus un nombre fini d'items et de counters sur ton symbiosis. Ça, c'est un Et truc qui mine de m'avait rien, ça, gêné c'est quand j'avais pas joué rien au non Dash. plus. Ouais, Ouais, mais mine de de me rien, tu vois, dire, ça, c'est en fait, quand vraiment. j'ai plus d'items, j'ai juste plus de compteur. Et genre, c'est Ouais. perdu. Enfin, c'est perdu. Non, c'est pas perdu, mais j'étais en mode, bah, du coup, mon pistolet, il fait plus rien, j'ai une arme blanche, quoi. Mm. Du Et coup, en j'ai. vrai, enfin, genre, ça, c'est vraiment. Enfin, c'est à la fois minime et à la fois assez insane. Mhm. Et le troisième truc que j'ai trouvé vraiment bon, c'est que c'est un item, contrairement aux autres, qui reste sur la table et qui, genre, ne part pas en un ou deux tours. Mhm. Et qui, du coup, comme il reste sur la table, tu peux, genre, les stacker. Et des fois, tu vois, genre, j'ai fait des games où j'en avais deux. Et en fait, du coup, j'avais pas besoin d'entendre dans setup Teclocore pour faire des tours max V parce que juste, genre, je savais que j'avais une hipote on board, en fait. Ou une mini hipote si j'en ai qu'un. Et ça, enfin, les decks qui ont déjà joué avec des hipotes savent à quel point c'est fort d'avoir, genre, des ressources qui peuvent dormir sur la table et que tu réutilises plus tard. Et en fait, quand tu considères que quand tu joues la carte, ça te coûte une ressource, certes, mais que t'as pas. Enfin, en général, si tu le fais sur ton tour, tu as déjà utilisé des cartes, donc c'est souvent une ressource que tu as flottante, que ça donne 2 dégâts avec ton gun, et que ça te permet de stocker des ressources pour plus tard, la carte est vraiment forte. Et le dernier point qui est assez insane aussi, c'est qu'en fait, quand vous la laissez dormir sur votre board, il y a des spots où vous allez avoir un item au-dessus de votre deck pendant le tour adverse. Et cet item-là, en général, si vous vouliez le jouer, fallait jouer une carte entière de votre main. Et du coup, c'était bien Ah, yes. uniquement Ah. genre, c'était bien vraiment que dans les spots où, par exemple, c'était un backup et où, du coup, vous pouviez faire pitch bleu, joue le backup et instantanément, genre, craque le backup pour récupérer une carte. Et en fait, vous aviez trade une bleue de votre main contre soit une bleue, soit une rouge, plus de dégâts. Et dans ces spots-là, c'était OK. Mais genre, utiliser une carte entière de votre main pour jouer une boom grenade du dessus de votre deck, en général, vous ne vouliez pas le faire et vous attendiez le début de votre tour. Ce qui fait que si vous voyez un autre item pendant votre tour, comme vous avez déjà joué la grenade au début du tour, vous ne pouvez pas jouer le deuxième item. Mhm. Et là, maintenant, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est renvoyer le Fuel Injector sous votre deck, float une ressource, utiliser cette ressource pour jouer l'item du dessus de votre deck, et pendant votre tour, si vous envoyez un autre, vous pouvez le jouer aussi. Et vous avez encore toutes les cartes dans votre main. Et ça, vraiment, genre, ça J'ai m'est quand même arrivé plusieurs l'impression. fois. J'ai quand même Et l'impression c'est que trop Fuel bien, Injector, genre. ça permet de régler quelques problèmes de consistance, enfin de régularité qu'avait le deck. Ouais, Moi, ouais. m'ennuyait, où en fait, des fois, tu te fais juste cuck parce que t'as des items qui s'enchaînent et tu peux pas les avoir joués à un autre moment. Et en plus, genre, tu choisis quand est-ce que tu obtiens la ressource. Et moi, j'avais beaucoup aimé les Teclopounders pour ça. Le fait que tu Oui, puisses mettre un item en jeu et juste garder la value. ouais, Et ouais. genre, juste t'attends, et puis à un moment, tu vas l'utiliser, et c'est cool. Et c'est un truc, je trouve, qui manquait un peu à Dash.io. Elle avait trop ce côté instantané, on va dire, qui Mm, était lié au fait de jouer des items qui avaient bah, crank, du coup, et qui, en fait, n'allaient pas rester en jeu. ouais. Et j'aime Et bien. ce qui était bizarre aussi, du coup, c'était que il y avait pas mal de moments où, genre, tu sais, tu avais une main pas ouf, donc tu finissais avec genre un ou deux items on board. Mhm. Et en fait, tu piochais une main qui jouait pas parce que tu avais genre une max V, un high octane et deux items, par exemple, j'en sais rien. Hein. Mhm. Euh, et du coup, le mec t'attaquait, tu bloquais un peu avec genre le max V, tu joues tes deux items, t'arsenal high octane, mais du coup, les items du tour d'avant, t'en as pas eu la value. Et du coup, ce que tu mets là, t'as laissé une full main à ton adversaire, donc il va te mettre la sauce, donc tu vas peut-être vouloir bloquer un petit peu aussi. Donc ceux-là, tu vas pas avoir leur value aussi. Alors que là, dans le cas de Fuel, en fait, bah, genre juste, tu le joues, et si au tour d'après, tu dois full block parce que ta main elle est pas assez bonne, ou genre bloc avec deux, jouer deux items de plus, c'est pas grave en fait, il est toujours là. Et du coup, je suis d'accord avec toi que ça. En fait, genre, ça aide à donner de la consistance à certains plays et à régler certains problèmes que le deck pouvait avoir. Alors, ça les règle pas tous parce qu'il y a toujours la question de la disruption et de la fatigue notamment, mais je trouve que la carte est vraiment bonne et que ça aide vraiment sur pas mal de spots. Mais voilà. Mais de toute façon, enfin, j'aimerais bien qu'on fasse un focus sur Dashio dans pas super longtemps et du coup, j'en reparlerai Un autre, plus du coup? encore en détail. Ah non, mais j'en ai fait un il y a pas longtemps, je suis con. Je crois qu'on a déjà fait un focus sur Dashio. Non, mais je sais que j'en ai déjà fait un, Ouais. mais je crois que c'était il y a un petit peu de temps et les listes ont un petit peu changé.
Mais Ah bref. ouais. Donc voilà. Et toi, ta semaine, du coup, Hugo? Bah moi, ma semaine, du coup, ça va faire à peu près 2 semaines. Alors en gros, il y a une différence entre avant le Pro Tour et après le Pro Tour. Parce que avant le Pro Tour, je m'amusais au jeu, j'étais en chill, je jouais Dorinthea, c'était marrant, je faisais 3-1, j'étais content de moi et tout, c'était cool. Après le Pro Tour, je me suis mis la pression parce que Arthur, ce craquito, il a gagné, et je me suis dit, OMG, je veux faire comme lui, donc je vais m'entraîner. Du coup, je me suis pris la tête, je me suis convaincu que j'allais jouer Prisme, alors qu'en fait, je vais pas jouer Prisme. Et du coup, j'ai passé une armory et j'ai fait 0-4 à cette armory. Ouais, c'était. Après, J'ai joué bon, Prisme. J'ai joué Prisme avec une liste que je maîtrisais pas beaucoup. En plus, c'est un deck dur à jouer. Genre, premier degré, c'est un deck vraiment dur à jouer. oui. Avec une liste que j'aime pas énormément, avec lequel je suis pas à l'aise, et qui a des match-up durs, sous la forme de les gardiens, parce qu'il faut savoir jouer au jeu, et surtout les brutes. Et plus particulièrement Lévia. Lévia qui est vraiment un match-up désastreux, parce qu'elle a plein de poppers, parce qu'elle attaque très fort, et parce qu'elle bloque très bien. Et ben j'en ai affronté deux dans la soirée. Donc je me suis pas beaucoup Mhm. amusé. Donc j'ai affronté deux Lévia, un Caillot et un Vincent. Donc vraiment, in terms of popper, il y avait beaucoup de poppers. Et du coup, ça m'a vraiment énervé, ça m'a frustré. Et comme je suis un enfant qui aime pas la frustration, j'ai fait non, mais ça me suffit, je joue Dorinthea maintenant. Donc Voilà. bah, je vais rejouer Dorinthea. Ouais, je vais recommencer à m'amuser avant de vouloir tryhard comme un cochon avec des decks que j'aime pas. Alors qu'en plus, je pourrais tryhard en m'amusant sur des decks que j'aime. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai l'impression de me faire avoir. À chaque fois, je me dis, ouais, je vais tryhard et tout. Et puis, je me mets à jouer un deck que je maîtrise pas vraiment, ou que je m'amuse un peu moins, sous prétexte qu'il serait meilleur. Alors que c'est moi qui l'ai dit et répété sur le pod d'il y a 2 3 semaines. En ce moment, on a une méta qui récompense les gens qui savent jouer leur deck avant de jouer un bon deck. Et moi, comme Ouais. un bouffon, je change de deck toutes les 2 semaines. Mais voilà. Du coup, je vais jouer Dorinter. Du coup, je vais recommencer à faire des armories. En plus, maintenant, on va y en avoir plus. Enfin, je vais pouvoir participer à plus d'armories qui font du CC. Donc, je vais probablement avoir plus d'entraînement. Donc, ça va être bien. Yes. Je ne désespère pas de réussir un jour à gagner un ProQuest. Inch, peut-être. Moi, je pense que c'est largement faisable, mais que tu ne mets pas Mais toutes les chances de ton côté à chaque ouais, fois. mais je sais bien, je sais bien. Je sais Je bien, pense je que, sais ouais. bien, mais qu'est-ce que tu veux, je suis inconstant. Mais du coup, mes armories, ouais, celle sur Dorinthea, ça s'est bien passé, enfin, c'était cool. Je prends de plus en plus le deck en main. J'ai toujours un peu l'impression de gagner parce que mes adversaires font des erreurs, plus que de gagner parce que je joue bien. Mais peut-être que je suis biaisé par l'exigence que j'ai sur le deck, parce que je commence à bien le maîtriser, et que du coup je vois toutes mes erreurs, tous les moments où j'ai perdu de la value, où c'était pas adéquat de garder une main, machin et tout. Mhm. Euh, euh, et du coup sur Prism, bah, je fais 0,4. Donc 0,4 into, je prends le multilien pour rentrer chez moi, là j'étais au max. J'étais vraiment au max, c'était super. Mais le fait notable de nos semaines, à tous les deux, selon moi, c'est le fait qu'on ait eu la chance de recast le Pro Tour qui a eu lieu à Los Angeles. Alors je ne vais pas re-raconter le Pro Tour, parce que je pense que les gens qui nous écoutent ont eu l'occasion de suivre le Pro Tour, et si ça n'est pas le cas, euh, bah, il y a la vidéo d'Arthur qui raconte très bien le Pro Tour. Bah, qui ne raconte que le Pro Tour en soi, et pas forcément tout l'événement, mais qui rentre pas mal dans les détails. Mais surtout, nous, on a eu la chance avec l'équipe, donc avec Night Crash et Croissant, de cast des games sur la chaîne de Heavy Hunters. On vous avait dit qu'on le ferait, on avait utilisé du conditionnel en mode non, mais on n'est pas sûr. C'est très, 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 très probable, mais c'était pas confirmé à 100%. Mais maintenant, on l'a fait, donc c'est sûr. Et ben, je voulais aussi dire que c'est une expérience qui recommencera. On va de nouveau caster des games, c'est sûr. Pareil, j'utiliserai le conditionnel, même si c'est sûr qu'on le fera, mais je sais pas trop quand. Enfin, si, je sais quand, mais on verra. Faut qu'on s'occupe de plein d'aspects techniques, entre autres, pour faire en sorte que ça se passe au mieux et que ce soit à peu près aussi intéressant que le coverage de, du Pro Tour. Mais du coup, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu en as pensé du cast de ce Pro Tour? Et Euh, c'est Chicavac comme question. bah ouais, c'est Donc, Gigavague, mais parce que je sais pas, moi, bah, qu'est-ce qui de quoi tu te souviens sur ce week-end? Parce que moi, je me souviens de trucs. J'en parlerai peut-être. euh, Mais comme moi, je je me sais pas souviens casser que. avec Night Crash, donc Ouais, je sais c'est pas. vrai.
Moi, je me souviens que j'ai casté une game de canon en top 8 et que j'ai le seum parce qu'il a fait n'importe Ah ouais, quoi. t'étais frustré. Non, non, en vrai, avant que les gens me call out, il a 1000 fois mon niveau, il était en top 8 de Pro Tour, bien joué à lui. Mais il y a eu des choix qui étaient un peu étranges sur sa game. Et du coup, Mhm. bon, voilà. Euh, non, bah en vrai, j'ai kiffé. Pardon. Ouah. J'ai bien kiffé. C'était ultra intéressant. Genre, je sais que j'avais déjà parlé plusieurs fois, enfin plusieurs fois. J'avais déjà parlé de temps en temps, que ce soit sur la chaîne ou chez l'œil à l'époque, quand j'étais intervenu un petit peu sur certaines de leurs vidéos et tout ça. Sur le fait que j'aimais beaucoup caster. C'est un truc que j'avais fait un petit peu pour un truc amateur de League of Legends à une époque où j'avais casté un peu avec un pote. Et c'est vraiment un exercice que j'apprécie beaucoup. Et bah, du coup, je suis vraiment hyper content d'avoir eu l'opportunité de le faire. Après, j'espère que les gens étaient contents de ce que j'ai pu faire et de ce qu'on a pu faire de manière plus générale. Moi, il y a un Euh, moment qui m'a c- beaucoup fait rire. c- C'est t'étais en train de cast avec Enki. La ouais, game, c'était Dori Hatchet contre Dori Hatchet. ouais. La game, il se passait pas grand-chose, mais il se passait quand même des trucs. Et vous avez parlé pendant genre, je sais pas, genre une dizaine de minutes au moins, voire plus, de complètement autre chose. Et tu sais, j'étais en train de regarder, en train de végéter comme ça sur mon smartphone, j'avais la flemme d'ouvrir le chat. Mais j'étais en train de me Je- dire, est-ce que je prends le temps de retourner mon téléphone pour écrire? En fait, les gens ils jouent là. Excusez-nous les deux alors, bougs là, en fait, on veut savoir qu'est-ce qui se passe sur la game. Je me suis dit je me non, je vais les souviens, laisser. en vrai, je me souviens un petit peu. Et en vrai, je pense qu'on l'a tous les deux fait parce que, de manière très honnête, la game était. Enfin, le tour par tour était très Dori Hatchet, répétitif. quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, en fait, il n'y avait pas énormément de choses à analyser au-delà des genre 3 premiers tours qu'on a fait où on était en mode, bah, Mhm. du coup, genre, oui, il faut bloquer tel swing, oui, il faut faire tel truc et tout. Et la game va peut-être se jouer là-dessus. Et du coup, il y avait des moments où on revenait dessus parce qu'il y avait une carte intéressante qui était jouée, il y avait une situation intéressante. Mais globalement, la game, elle a été décidée tour 1 par l'erreur de Josh Lowe et l'énorme value de CNC, enfin, l'erreur entre guillemets, Mhm. et l'énorme value qu'a fait le CNC de Maximilian. Et en fait, à partir de là, c'était très genre, bah, j'ai 10 HP de retard et du coup, on fait des tours. Et en fait, quand l'un acceptait de prendre des dégâts, c'était pour en remettre autant parce qu'il avait une main avec des power cards et inversement. Et du coup, c'était très. Enfin, on a parlé d'autres choses aussi parce qu'on était en mode, on se voyait pas, genre, pour nous comme pour les viewers, pendant 1 heure et demie, parler de bah, Voilà. swing Faut avec pas, Hatchet faut of Mind, swing avec Hatchet of pas- Body, swing avec machin. il faut pas entendre ça comme une critique, mais ça Mais m'a fait non, rire. non, J'étais vraiment mais même nous, en c'était mode, marrant, tu vois. j'étais en mode, parce que j'étais en train de faire autre chose à ce moment-là. Enfin, j'étais en train de végéter et j'étais en mode, mais en Ouais, fait, je pourrais mettre l'écran de côté et en fait, c'est un podcast, tu vois. Et c'est ouais, de juste deux ouf, personnes qui genre parlent de vraiment, Fab et c'est cool, tu vois. Mais j'étais en mode, mais vraiment. attends, c'est mon tour. Ça m'a fait. Vraiment. Mais non, en tout cas bah, encore une fois, moi, très content. J'ai eu en plus l'opportunité, parce que au début, pardon, en fait, comme je travaillais pas mal en soirée ce week-end-là, c'est pour ça que j'étais pas là au début, et c'est pour ça notamment que j'étais pas Avec avec les deux Lulu. zigotos chez Knight pour caster la draft, ce qui était le plan initialement. Et Mhm. malheureusement, j'étais au travail. Et du coup, moi, j'étais dispo principalement que sur le créneau de. Enfin, j'étais dispo un peu le samedi soir, mais le planning avait déjà été fait, du coup, j'étais pas dessus. Et du coup, j'étais principalement dispo le dimanche pour caster a priori 2 games sur le papier. Et en fait, il y a eu un désistement au dernier moment de quelqu'un qui se sentait pas super bien. Et du coup, bah, j'ai proposé de venir backup et l'équipe de Heavy Hunters a très gentiment accepté sans que ça ne prive personne. Et du coup, j'ai un doute, je crois qu'au final, j'ai casté genre 4 games. Bah, je crois, ouais. Enfin, je sais au moins que t'en as au 3 ou moins 4, casté parce deux. que j'en ai au moins casté 3 et peut-être 4, parce que j'ai peut-être laissé la dernière au final. En fait, je crois que la dernière, du coup, vu que je venais déjà de caster beaucoup et que t'étais pas trop chaud pour qu'on caste à 3, je t'ai laissé la place pour que tu ailles caster Oui, avec Knight sur une oui. des games, Ouais, je je sais que crois. de la demi-finale d'Arthur, c'est moi qui l'ai fait. Et je crois que Ouais, t'étais sur le game d'avant. Et c'est j'étais ça. très apprécié.
Et du coup, enfin bref, du coup, c'était vraiment très cool. Et encore une fois, en fait, c'est très difficile de se rendre compte, même si des gens dans le chat disaient super casse, même si des gens nous ont redit depuis à nous comme aux gens d'Heavy Hunters et, et à toute l'équipe que c'était très bien, que c'était une super initiative, super projet, qu'il y avait eu du très bon taf et tout. C'est toujours dur de se dire est-ce que j'ai fait un bon taf, tu vois, genre est-ce que les gens ont apprécié le cast. J'ai essayé Mhm. de faire attention à pas trop parler et à laisser de la place aux gens avec qui je castais, notamment à Enki, parce que Knight, il est plus habitué à ce que je parle plus que lui, mais voilà. Donc ça, j'espère que j'ai pas trop mal réussi. Mais du coup, tu vois, c'est très dur à juger. Moi, j'ai adoré l'expérience, mais c'est très dur de juger si j'ai été bon dedans ou pas, si ça a plu aux gens ou pas. A priori, oui, des retours qu'on a, mais bon, voilà. Et c'est quelque chose que j'adorerais refaire dans le futur, parce que c'est vraiment un exercice que j'adore pour le coup de commenter des parties. Mhm. Et voilà. C'est vrai. Bah ouais, moi c'est à peu près le même truc. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est à quel point Cast un top 8, c'est quasiment comme si tu le jouais. Dans le Mm. sens où tu prends autant de plaisir à voir les games se dérouler. En plus, tu as des infos parce que du coup, tu as les mains des deux joueurs. Donc, tu peux parler des décisions, tu peux les prendre. Et j'ai Ouais. premier degré eu l'impression de progresser au jeu en castant des games. En vrai, ça rejoint juste le fait que j'ai pris le temps de regarder des bons gens jouer au jeu. Mm. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à regarder des games, que ce soit du gameplay ou des casts. Mais le fait de le faire, ça m'a beaucoup plus impliqué, m'a beaucoup plus Ouais. donné envie en fait, de voir qu'est-ce qui se passait, d'essayer de comprendre, de décrypter et tout. Et l'exercice de se poser et de proposer aux gens qui nous écoutent le travail de décryptage lié au fait de connaître le jeu, mais simplement aussi de prendre le temps, l'énergie et le temps de Mm. cerveau disponible pour se concentrer sur la game. Je trouve ça très cool. Je sais qu'avec Night Crash qui est en régie, qui ne peut pas parler, parce qu'il est puni, on s'est vraiment beaucoup amusé à faire la draft entière en stream là chez lui. C'était vraiment beaucoup trop drôle. Le lendemain, j'avais mal au dos parce que la chaise qu'il a était désastreuse, mais c'était très cool. Et en plus, on avait la voiture derrière Arthur et tout, donc c'était très marrant. Mais Mm. voilà. En tout cas, la prochaine Mais fois, et je dis ça aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, s'il y a de nouvelles initiatives comme ça, de toute façon, on vous préviendra. Et moi, je vous invite à venir passer voir, que ce soit sur notre chaîne ou sur la chaîne d'autres personnes comme Heavy Hunters, parce que c'était une expérience communautaire très cool, où il y avait tout plein de gens français qu'on connaît qui étaient dans le chat, et on était tous en mode ouga bouga, on s'amuse trop et c'est cool. mm. Donc, Ouais, non, mais c'est clair que en plus le fait que, enfin, je pense que l'expérience a été rendue encore meilleure pour nous comme pour les gens par la victoire d'Arthur et par le fait qu'on a pu c'est ça. suivre son parcours en top 8 et tout et que c'était assez insane parce que du coup il y avait de l'engouement et genre plutôt que d'être en mode juste on regarde du gros niveau de jeu, on était en mode on regarde du gros niveau de jeu avec un Français qui peut aller au Ouais, bout et qui peut genre devenir une légende, tu vois, et c'était trop cool. mhm. Mais je te rejoins énormément parce que, enfin, le fait qu'Arthur ait gagné et tout, comme tu dis, on en a déjà beaucoup parlé, ça a été vu et revu dans des vidéos avec des interviews d'Arthur la dernière semaine sur plein de chaînes différentes. L'œil d'Ophidia en a fait une à la sortie du retour. Il est passé en live sur Heavy Hunters. Nous, on l'a eu dans une très bonne interview menée par PDPU ici présent. Mais je te rejoins sur le fait que c'est très. Comment dire euh, C'est très instructif de regarder des gens jouer à ce niveau-là en commentant. Parce que, en fait, de la même manière que tu vois, si tu faisais une game et que genre. Tu sais, quand tu pars sur Talichar et que je suis derrière et que on est deux à se poser des questions et tout Mhm. sur OK, comment on utilise telle carte de la main, qu'est-ce qu'on fait et tout. En fait, c'est le fait d'être deux, c'est un truc qu'on a dit et répété dans plusieurs épisodes de podcast sur l'entraînement et tout ça. C'est juste que, en fait, ça te force à te poser la question. Et là, le fait d'être aux commentaires, ça fait qu'on est forcé de se poser la question de OK, pourquoi il n'a pas bloqué avec cette carte? Pourquoi il Mhm. préfère jouer cette carte dans ce spot? Pourquoi Arthur décide de prendre 10 à tous les tours quand il est contre Caio et que Caio lui a fait casse-bone tour 0 et qu'il tape? Euh, en fait, le fait d'être aux commentaires, ça nous force à analyser le play. Mhm. Parce qu'il faut qu'on trouve une réponse pour les viewers. Que ce soit la bonne réponse ou pas, parce que ça reste ce qu'on pense et c'est pas nous qui sommes à la table et on n'est pas dans la tête des joueurs et des joueuses.
Et évidemment, on n'a probablement pas leur niveau. Donc, ça reste une théorie et ça reste subjectif de notre part, mais ça nous force à avoir un avis, en fait, si tu veux. Et pour Mm. avoir un avis, comme on n'est pas des gogoles en mode de je pense qu'il a attaqué parce que ça fait 2. Ça nous force à avoir un avis qui est construit sur la base de quelque chose. Donc, d'avoir réfléchi au play, d'avoir réfléchi au match-up, d'avoir réfléchi à tout ça. Et du coup, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. J'ai aussi l'impression d'avoir pris du niveau d'une certaine manière, juste parce que on a été forcé de comprendre comment des gens meilleurs que nous jouaient. Et il y a des fois, tu vois, genre, on l'a dit pendant le cast pour ceux qui étaient là en live. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, bah là, il y a un play où on n'était pas d'accord. Et en fait, on se rend compte un tour après ou 2 tours après que bah, c'est juste nous qui étions bêtes. Et que dans la C'était plupart des cas, en prévisible. fait, non, mais tu vois que, enfin, genre, moi je me souviens que dans la plupart des cas, alors pour Arthur, dans 100% des cas, et de manière générale, dans la plupart des cas, à chaque fois qu'il y a eu une réflexion de la part d'un des casteurs du style ah bah là, j'aurais pas fait ça, ou ah là, pourquoi il a fait ça, ou ah là, c'est bizarre, ou quoi, quasiment à chaque fois, la réponse c'était ah bah oui, on n'avait pas fait attention à ça, ah bah oui, on n'avait pas vu ça. Et c'est nous qui aurions fait une erreur si on était à la table, et pas la personne qui était en train de jouer. Et en fait, du coup, le fait de voir du gameplay de meilleure qualité que celui qu'on produirait, entre gros guillemets, hein, parce que genre, c'est pas pour dire que, à part les gens en top 8 d'un Pro Tour, tout le monde est nul ou inversement, mais de manière générale, tu Non, vois, mais genre Arthur, il y avait quand Arthur, il a même. joué son Pro Tour, enfin, son top 8, il était d'une extrêmement bonne qualité, Mm. tu vois. Bah, il y a un Donc, mélange de, des joueurs qui sont très bons, qui sont au bout de 2 jours de mm, tournoi intensif, donc ils sont quand même dans un mood particulier, tu vois. Le contexte d'un top 8, tout l'encadrement et tout. La réalité, c'est que ce niveau-là de jeu, cette implication, toute cette pensée dédiée seulement au jeu, c'est pas quelque chose qu'on retrouve à une armory où il fait ouais, chaud, il y a du bruit, t'as clairement. les potes à côté, ou alors à une game que tu fais avec un pote à toi chez toi et tout. Genre, Mm, même si tu as des gens qui seraient capables d'être à ce niveau-là, parce qu'ils ont probablement les capacités d'être aussi bons, il y a un ensemble, il y a tout le moment qui va avec, qui aide aussi à ouais, produire c'est clair. du gameplay de bonne qualité. C'est clair. Et du coup, le fait de devoir l'analyser pour des viewers, ça nous force à nous poser la question de OK, pourquoi moi j'aurais fait quelque chose de différent, pourquoi il fait ça là et tout. Et du coup, vraiment, l'expérience, même d'un point de vue de gain de niveau et tu vois, de prise en expérience, c'est hyper intéressant. Mm. Mais ce qui est marrant, c'est que on a toujours dit que, enfin, on a compris après en avoir beaucoup parlé que j'avais besoin d'expérimenter énormément des situations de jeu pour m'améliorer et apprendre. Et, Mm. euh, et du coup, faut que je joue, sauf que je n'ai pas temps infini. Et du coup, j'ai remarqué que regarder des gens jouer, c'était à peu près aussi bien, parce qu'en fait, je vivais par procuration les expériences de ces personnes, et du coup, j'en Mm. déduisais des situations de jeu dans lesquelles je pouvais puiser, parce que ça nourrissait la mémoire et tout que j'avais du jeu. Et, euh, et sauf que j'avais pas besoin de jouer, et du coup, je trouve ça très cool. Moi, je suis très content. Mm. Donc, je sais que si la prochaine fois, si on m'offre le choix entre jouer un tournoi et cast un tournoi, je pense que je choisis de cast un tournoi. Parce que je crois que je préfère faire ça. Pour la commu aussi. Parce que je trouvais ça Lipiu très n'est plus un cool. joueur. Il annonce sa Non, retraite. en fait, c'est pas vrai que je suis plus un joueur. Mais c'est Non, vrai non, mais je que, tu comprends. vois, c'est ce que je disais, c'est en fait, faire un top 8 sans avoir la pression d'être en train de jouer le top 8, c'est quand Mm. même pas mal. Puis t'es sûr d'aller en finale quand tu castes un tournoi aussi, tu vois. Ouais, ça t'enlève la Ah. pression, ça te permet d'être sûr de profiter du gameplay, ça te permet de. Enfin, genre, t'enjoy beaucoup plus et d'une manière différente et t'as moins cette frustration de pas aller au bout et tout. Genre, je suis Et puis, totalement d'accord. Mais moi, c'est la même chose pour laquelle j'arbitre aussi, hein, tu vois, c'est un peu le même c'est vrai. phénomène. Mais c'est pour ça que quand on était en live avec Knight et qu'on avait du coup le chat avec tous les dégénérés qui nous suivaient raconter des conneries là, c'était Mm. très amusant. Parce qu'en plus, c'est marrant parce que pour le draft, on avait dit à Heavy Hunters, ouais, on fait une draft entière. Parce que on trouvait ça plus pertinent d'avoir les mêmes personnes qui castent le moment de la draft et les 3 games qui la suivent, parce que c'est le même pod, parce que tu as la Mm. continuité des informations que tu as réussi à glaner pendant le draft, machin et tout. Si tu as la chance de suivre le même joueur, en plus, tu as tout le suivi des games une par une, machin et tout. Donc on trouvait ça très cool. Et du coup, je m'étais dit, bah, je vais m'entraîner sur le draft.
Donc je vais pas probablement pas pouvoir jouer, mais je vais au moins pouvoir regarder, écouter des vidéos qui parlent du draft, de comment il faut drafter, des notions importantes, des éléments clés du draft et tout. Éléments clés que j'avais un petit peu, parce que j'avais quand même écouté quelques reviews, mais je voulais rentrer dans les détails, donc j'avais trouvé une super série de vidéos sur Arsenal Pass, qui est très bien faite d'ailleurs, je vous la recommande. Euh, Sauf que bah, je suis tombé malade comme un chien. Et je ne me suis senti bien que le samedi où il fallait cast. Je vais parler de la draft avec humilité. Parce que je ne me suis pas entraîné et je ne suis pas à leur place. Donc on va bien s'amuser et voilà. En vrai, logique. Mais je voulais aussi qu'on parle, parce que sur ce Pro Tour, nous on a parlé du Pro Tour. On en a tous déduit que Dory Hatchet, le deck est trop fort, surtout maintenant que Dromai et Living Legends jouaient tous Dory Hatchet, le deck est trop bien. Mais on a aussi eu pas mal d'infos sur bah, le metagame, ce que les pros ont choisi de jouer. Mais il y a aussi eu un calling Mm. en parallèle. Calling qui a été gagné par Kassai, avec un top 8 assez hétéroclite en plus, qui ressemblait pas beaucoup au top 8 du Pro Tour. C'était assez marrant. On sentait qu'il y avait, je sais pas si c'était des joueurs différents, mais en tout cas qu'il y avait une méta différente. Et vraiment parce que ça va vraiment dans le sens de l'idée que le Pro Tour, c'est pas la vraie vie en fait. Genre, Mm. les tournois comme le Pro Tour, c'est pas les armories, c'est pas les callings, c'est pas les BH. Genre, il y a vraiment un espèce d'écart de niveau qui se fait à plein de strates d'un deck et de quel deck tu choisis d'apporter, comment est-ce que tu te positionnes par rapport aux autres decks et tout. Qu'il n'y a pas du tout, enfin qu'il y a beaucoup moins au calling, où tu as beaucoup plus des decks de cœur, des trucs un peu plus épicés et tout. Pour ça d'ailleurs que bah, Kassai a gagné par exemple. Euh, c'est pour ça que peut-être que les gens ont moins respecté Kano. Du coup, il y a un Kano qui a réussi à aller jusqu'en finale. Qui n'a pas réussi à gagner, mais qui a réussi à aller jusqu'en finale. En tout cas, il y avait beaucoup plus de diversité, beaucoup plus de trucs. Et puis, il y a aussi eu un Battle Arnet de Living Legends. Je le mentionne seulement pour dire que depuis qu'ils ont fait une vague de ban comment ça s'appelle? Sur le Living Legends, enfin pas de ban, de restriction, enfin, Sur on en a parlé vite Starvo. fait. Voilà. Bah, en fait, il n'y a eu qu'un seul Starvo en top 8. Donc, c'est bien la preuve que le deck est bon, mais qu'il n'est plus fumé. Et on va pas se mentir, après le premier événement sérieux en Living Legends, voir un top 8 qui n'est pas genre 8 Starvo, ça redonnerait presque envie de jouer dans le format. On n'y est pas encore parce qu'il y avait 4 chains et la giga flemme d'affronter des chains en boucle. Mais au moins, ça a l'air un petit peu plus intéressant. Et du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que tu pensais du coup de quoi qu'est-ce qu'on peut déduire de ce calling et de ce Pro Tour en termes de méta, et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour les ProQuest qui arrivent. Et si tu me réponds à pas grand-chose parce que bah, la méta locale elle ressemble à rien, je te dirais oui, c'est vrai. Bah, déjà ça, du coup. Non, le premier point que Méta je voulais locale, faire j'en sais quand même, rien. Mhm. le premier point que je voulais faire quand même, c'était de rappeler que genre, c'est une chose de regarder les héros qui ont fait top 8 en CC, enfin, qui ont fait top 8 au Pro Tour et tout, mais faut pas oublier qu'il y a de la draft aussi. Et tu vois, Oui. je sais que par exemple, il y a eu aucun Katsu dans les hautes tables vers la fin, mais Oui. des infos qu'on a pu glaner à droite et à gauche, les Katsu ont surtout chié en draft. Mhm. Et le record en CC sur le Pro Tour était plutôt bon. Donc, faut pas, enfin, parce qu'un deck n'est pas allé au bout, faut pas le prendre comme le deck est moins bon ou quoi. C'est clair que genre les Doriachet qui ont fait top ou les Kaio qui ont fait top sont des decks qui ont performé en draft et en CC, donc qui ont performé en CC par définition. Mais il y a des decks qui ont performé en CC et pas en draft et qui étaient probablement aussi pas mal. Euh, donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire globalement sur la bêta? On s'endort, hein. Euh, Bah, en fait, c'est difficile de se projeter parce que il y a probablement Dromai qui part après la première semaine de ProQuest. Et le départ de Dromai risque de changer pas mal de choses, notamment pour Prism. Mhm. Parce que sans rentrer dans les détails, c'est le pire match-up de Prism et que avec l'absence de Dromai va revenir la question de à quel point on accepte de mettre des poppers dans notre deck juste pour Prism. Donc
la méta, genre semaine 2 de ProQuest, elle risque d'être très ouverte, enfin, pas très ouverte dans le sens comme celle qu'on a là, où genre plein de decks sont jouables et plein de decks sont possibles. Peut-être que ce sera le cas, mais surtout très ouverte dans le sens où c'est difficile de prévoir ce qui va s'y passer. Par contre, Mhm. pour les, genre, la première, voire les 2 premières semaines de ProQuest, si Dromai vraiment ne gagne aucun event, la première semaine, euh, je pense que Kaio reste le meilleur deck de la salle. Je pense que le deck l'a prouvé en faisant 4 top dans, dans le Pro Tour. Je pense que le mec qui fait un perfect record et qui fait partie des perfect records en CC, c'est sur Kaio. Enfin, je sais plus s'il fait perfect record, mais qui sort premier des rounds, quoi. Mhm. Il est sur Caillou, Euh, oui. il est sur Kaio. Donc, Kaio est un deck qui a prouvé avec le week-end du Pro Tour. Alors, je sais plus si tu as, pour nous afficher aussi, pour nous le rappeler, Night, le calling, genre le top 8 du calling ou quoi, ou Caillou. si tu veux. Donc, 2 Caillou, 2 Victor, 2 Kasai et un Katsu. Et un Kano. Et tu vois, genre les deux Victor et deux Kasai, c'est des héros qu'on a vraiment pas vus ou dont on a un peu arrêté de parler parce qu'ils n'étaient pas en top 8 du Pro Tour et qui pourtant Mhm. restent des decks qui a priori sont bons, sont présents. Mhm. Euh, je pense que Katsu aussi, je pense que Dash, c'est un deck qui était relativement pas mal représenté au Pro Tour et qui est un deck qui reste très bon parce qu'il a des match-up even partout. Je pense que Kaio, même si ça reste probablement le meilleur deck, surtout post Dromai, parce que je pense que le deck est un peu au-dessus des autres en termes de power level, on a vu quand même que il y avait des réponses qui pouvaient être trouvées, notamment avec Dorinthea Hatchet qui était là pour cibler le match-up. Et Mhm. je pense que d'autres decks sont en mesure de s'adapter et d'autres decks sont en mesure de trouver des réponses. Je pense, on le dit souvent, mais je pense que ça va aussi beaucoup dépendre de la méta locale parce que, tu vois, typiquement, euh, Victor, c'est un deck qui, je trouve, a du mal à trouver sa place dans la méta. Mhm. Parce qu'il perd ses clashs contre Kaio, parce qu'il n'était pas forcément super bon contre Dromai. Je sais pas exactement comment il se positionne face à Dori, mais je suis pas sûr que le match-up soit ultra bon. Parce que contre Katsu, ça a l'air d'être compliqué aussi, parce que tu lui laisses trop de temps. Et en même temps, c'est un deck qui, genre, quand il high roll et qu'il gagne ses clashs, peut gagner beaucoup de games. Et enfin, on le voit, tu vois, genre, il n'y a pas 28 personnes qui sont allées au Pro Tour en se disant Victor, c'est le bon choix si le deck pue la merde et a que des mauvais match-up. Après, je crois que Et la liste, il me semble que le Blue Pitch qui venait de Hong Kong ils étaient beaucoup sur Victor, voire ouais, même tous sur Victor. ouais. Mais ils jouaient une version de Victor qui était assez inattendue, puisqu'elle était beaucoup plus disruptive, beaucoup Mm. plus avec des attaques et des on-hit, etc. Et c'est Il y avait des pummels et tout. une façon de jouer qui a assez peu été, enfin, dont on avait assez peu parlé nous-mêmes quand on a fait notre focus, parce que bah on se est en mode bah c'est probablement pas là que le deck excelle, et peut-être qu'en fait Mm. tout le monde est tombé dans le piège de Victor Fatigue, alors que au même titre que Bravo, il y a une façon de le jouer beaucoup plus agressive, un petit peu plus disruptive, qui est pertinente aussi. Ouais, c'est sûr. Je pense que overall, de toute façon, enfin, on va voir comment le deck évolue et comment il va pouvoir gagner des slots parce qu'il n'y a plus de Romaille. Mais je pense que le deck a une place à se faire dans la méta et je pense que le deck a un power level qui est vraiment pas mauvais du tout. Maintenant, ça a l'air compliqué de le positionner en best deck, qui, comme je l'ai dit, un reste Kaio pour moi. Mais ouais, je sais pas. En fait, c'est dur de vraiment prévoir parce que il y a beaucoup de decks qui vont libérer des slots parce que Droma il va plus être là. Enfin, en fait, genre, la méta week-end des ProQuest, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle soit très différente de ça. Il y aura juste plus de Dory parce que Dory Hatchet a montré que c'était un très bon deck et du coup, il y aura Mhm. probablement juste plus de Dory et il y aura des gens qui vont soit tech un peu contre Dory, soit qui vont prendre un deck en pensant que ça bat Dory, à tort ou à raison, et du coup, on verra peut-être un peu plus de nombres sur genre Prisme par exemple, parce qu'on pense que ça bat Dory, ou sur Cano parce qu'on pense que ça bat Dory, ou sur genre un truc parce qu'on pense que ça bat Dory. Je sais pas quoi, tu vois, mais genre. Victor, je pense que comme tu gagnes tous tes clashs, il y a un monde où t'es pas mal contre Dory. Donc,
il y aura probablement genre un ou deux decks qui vont augmenter un peu en représentation en réponse à l'arrivée de Dory Hatchet dans la méta. Maintenant, week 1 des ProQuest, la méta, ça sera très probablement Kaio, Dromai, Dory Hatchet, avec les 3 decks qui sont le plus représentés et qui ont le plus de pourcentage de win. C'est un truc qui me ferait beaucoup rire. Ce serait que la représentation et la hype autour de Dory Hatchet pousse les gens qui affrontent Dory à préparer un side qui est d'abord contre les Hatchets avant d'être contre les Dawnblade. Et du coup, en tant que joueur Dawnblade, non pas que je veuille jouer Dawnblade, hein, bien sûr, je me retrouve contre des sides moins bons que si les gens savaient que je jouais Dawnblade. Bon, c'est assez peu probable, parce qu'en réalité, contre Dory, il suffit de mettre des DR et non, ta vie est plus facile, que tu aurais mis contre les Hatchets aussi. Mais, En mais, fait, mais j'y crois, j'y crois. tu vois, genre, il y avait quelqu'un sur le chat d'Inter, ça discutait un peu du match-up Dash OG contre Dory Hatchet et contre Kasai. Et il y avait quelqu'un qui, pour moi, a très bien expliqué la grosse différence entre les deux. C'est que Kasai, tu veux plutôt essayer de la race, même si le deck est très bon défensivement, parce que tu as des blocs 3, parce que tu as les Valiantes et tout. Mais parce que Kasai, en tout cas, quand elle joue Sabers, pardon, quand elle joue Hatchet, je pense que c'est vraiment juste un moins bon deck que Dory, mais passons. Mais en tout cas, quand elle joue Sabers, c'est un deck qui augmente ses maths quand tu la défends. Si tu as des attaques d'action, évidemment. Mais genre, tu lui donnes plus de value à défendre que à tenter de la full attaque. Là où Dory Hatchet, elle te présente un hit sur ses 2 haches, surtout sur la première, mais aussi sur la deuxième si elle a un Goegan aussi. Et du coup, tu lui donnes plus de value à ne pas défendre. Ce qui fait qu'en fait, il disait dans le contexte de Dash OG avec le plan de jeu hybride et tout ça, mais globalement pour tous les decks, contre Kasai, t'as pas forcément envie de mettre beaucoup de défense-réaction. Tu peux en mettre parce qu'elles auront quand même de la value si ton deck veut défendre un petit peu, mais t'es pas obligé. Par contre, contre Dory, en fait, tu vas les mettre de toute façon parce que tu vas vouloir bloquer les hatchets. Et en fait, genre quand il fait Spillblood Axe à 4, bah ton Fate Forcing il cover parfaitement et t'es content en fait. Et du coup, genre tu vas pas perdre de la value à avoir TDR. Et si c'est Dawnblade, tu te fais pas blowout. Par contre, si c'est Decimator, je suis passé vite fait sur le stream de Smilou tout à l'heure en pensant qu'il jouait du dash hybride. Je me suis fait il était en train de faire une game de Dory Control. Alors, il jouait contre Prism, donc il avait Dawnblade, mais de manière générale, il joue une liste Decimator. Et lui et Joff m'ont soutenu dans le chat que Kano n'existait pas et que c'était que le deck n'avait pas de match-up polarisé. Bah, que le match-up n'avait pas de deck de match-up, enfin que le deck n'avait pas de match-up polarisé. Et que Kano, tu pouvais le battre avec Dory Decimator. Surtout si le Kano n'a pas Imperial Edict. Bon, a priori, c'est parce qu'il a un Switch Dawnblade et je reste pas forcément d'accord avec cette affirmation, mais faudra peut-être faire un BO5 sur une certaine chaîne Twitch pour régler ça. Non, mais bref, en vrai, sans rentrer dans ce truc-là, parce que je pense que Dory a un match-up qui est vraiment pas bon contre Kano, mais si des gens ont une expérience différente, genre moi c'est mon expérience, mais d'autres gens peuvent avoir une différente et ça peut changer selon des tech cards, selon des trucs. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, à part si tu joues Dory Decimator, ce qui peut avoir un intérêt et ce qui peut être un deck dans la méta, hein, je ne nie pas du tout ça, je connais pas forcément assez les match-up et tout ça, mais il y a des gens que je considère comme très bons joueurs qui ont l'air d'être assez hauts sur le deck. Mais du coup, si tu joues Dawnblade ou Hatchet, tu vas prendre tes D-React et t'as intérêt toujours à mettre des D-React contre Dory dans tous les cas. Mais ça va être intéressant quand même de voir quels possibles counters vont émerger à Dory Hatchet, qui a l'air de s'installer un petit peu comme un des meilleurs decks de la salle. Et de voir à quel point les gens vont continuer à tech contre Kaio, etc. Ou vont se dire que Kaio va descendre un peu en représentation parce que Dory Hatchet a l'air d'être très bon contre le deck, même si, on le rappelle, hein, le deck a fait 4 tops sur le Pro Tour, donc bon, le deck a pas l'air d'être de partir de partir nulle part, mais tu vois, il y a un monde où les gens se disent la représentation va un peu baisser parce que Dory Hatchet, et du coup j'ai plus envie de tech contre le deck qui bat Kaio parce que, tu vois, et de faire un petit triangle.
je vois. Donc après, Ouais, voilà, à voir ce que ça va donner. Mais ça devrait être assez intéressant. mmh. Et je pense aussi qu'il y a des trucs avec le départ de Dromai. Alors, ça reste compliqué contre des decks comme Katsu et Kano, notamment, qui sont des decks qui euh, peuvent set up des tours trop forts pour les fatigues si tu leur laisses du temps. Mais honnêtement, avec le départ de Dromai, tu vois, bon, on a déjà parlé de Prism, mais des decks comme Teklovosen, comme Dash Fatigue Pistol, alors même si je sais que Dash Fatigue Pistol, c'était pas forcément ultra négatif contre Dromai, parce que tu pouvais mettre beaucoup de popper, t'avais le pistol et tout, mais tu vois, genre ce genre de deck, Bravo Fatigue aussi, les listes qu'on avait vues émerger un petit peu récemment avec genre les 9 Stunge Response, etc., ou 8 Stunge Response, tout ça, c'est des listes qui va falloir surveiller aussi parce que mine de rien, c'est des decks qui, on l'a déjà dit, mais ont un plutôt bon power level. Les listes Usuri Fatigue, ce genre de choses, et qui avaient comme un des counters dans le field Dromai, contre lesquels c'était un match-up très compliqué. Et alors évidemment, ça reste compliqué contre Kano et Katsu aussi, ces decks-là, mais le fait est que Dromai c'était beaucoup plus représenté, donc c'était beaucoup plus chiant d'avoir un match-up polarisé contre Dromai que contre Katsu et Kano, où genre t'en vois beaucoup moins. Donc il y a un monde où moi je m'attends aussi à ce que potentiellement des decks comme Teklovoson, comme ce genre de choses, Bravo Fatigue et tout, remontent un petit peu en popularité peut-être. Je pense que c'est aussi des decks qui, a priori, doivent pas trop mal se débrouiller contre Dori Hatchet parce que ça peut bien les blocs, ça a beaucoup de déreact et ça a un probable meilleur late game que le deck. Donc il y a un monde où c'est ce genre de deck qui apparaissent aussi comme possible counter C'est vrai à, que à la montée de Dori. si Dromai n'a pas l'effet Braillard, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire Ouais. et t'as rien de passé Living Legends, mais genre survie 2-3 saisons à un Oui. calling, à un deuxième. Alors que tout le monde est d'accord pour dire que le deck est trop fort. J'en doute quand même avec Dromai parce que avec Braillard, enfin je trouve que Braillard était moins populaire que Dromai. Et puis était Donc moins j'avais bon dans la l'impression. méta où il était à Ouais, mais 998, oui, aussi. enfin, je trouve, tu vois. Je pense que Droma, il y a plus de chances de gagner un ProQuest que Braillard n'en avait de gagner un événement à ce moment-là, mais peu Ouais. importe. Il y a un truc qui est notable surtout, c'est qu'avec le départ de Dromai et avec seulement Prism comme illusionniste dans la méta, jusqu'à ce que la prochaine édition sorte, mine de rien, les métas sans illusionniste, c'est des métas très particulières. Dans le sens où, enfin, il n'y a pas vraiment plus d'illusionnistes, parce qu'il y aura toujours Prism. Mais Prism, c'est un deck qui est beaucoup plus facilement. Enfin, tu peux beaucoup plus facilement interagir avec que tu ne pouvais interagir avec la première Prism et avec Dromai. Mm. Déjà, Prism te tue beaucoup moins à la value sur le long terme. Elle te présente pas le dilemme de attaque mes dragons ou m'attaque moi. Parce qu'en fait, quand tu attaques Prism, tu attaques aussi ses anges indirectement. Donc en fait, bourrer Prism, c'est bourrer ses anges. Donc en fait, t'es toujours gagnant. Elle souffre toujours autant des poppers. Mais surtout, le truc qui est cool, c'est que ça va peut-être être une méta où tu as moins besoin de jouer des poppers, donc tu as moins besoin de dédier ton side à des cartes comme Dawn and Dirty, des machins comme ça. Mm. Et ça va être une méta beaucoup plus où tu auras plus le droit de jouer la value. Donc c'est ce que tu disais avec Teklovosen, avec Usuri, avec Dash Pistol. Des decks qui ont un petit peu plus envie de juste genre accumuler des points sur le long terme et genre juste gratter et en fait au bout d'un moment ça va passer. Et du coup ça veut dire que peut-être les decks avec Vaillant Dynamo vont revenir et vont être très bien aussi. Enfin, et moi ça je trouve ça cool. Parce que Ouais. j'aime Dromai d'amour, mais la réalité, c'est que elle était un peu polarisée. Et j'espère qu'Enigma sera dans la continuité de Prism, c'est-à-dire avec des permanents beaucoup plus facilement ciblables. C'est-à-dire que pour le moment, on sait qu'elle va être beaucoup Mm. tournée autour des Spectral Shield. Du coup, si elle est beaucoup tournée autour des Spectral Shield, en fait, elle a les mêmes mécaniques que Prism. Et elle est Mm. beaucoup plus basée sur Ward. Donc, quand elle prend des dégâts, elle perd ses permanents, etc. etc. Moi, j'aime Bah, bien là. pour faire une toute petite parenthèse, spoiler alerte, hein, mais du coup, Enigma, tu vois, avec une des cartes qui a été révélée aujourd'hui au moment où on enregistre, ça a l'air de vouloir jouer possiblement avec des auras qui ont ward, que ce soit les Spectral Shield, voire peut-être activement les auras de Dynasty, puisque on le voit avec plusieurs héros ces temps-ci,
on a l'impression que Dynasty, c'était un set qui, genre, était pour 2-3 sets plus tard et que petit à petit, on a les héros qui sont censés porter les archétypes qu'on a vus dans Dynasty, que ce soit Max, que ce soit différents assassins avec un pool qui s'est étendu, etc. Et du coup, il y a un monde où, tu vois, tous les trucs de Dynasty avec Ward, etc., c'est des trucs qui sont intéressants pour le perso. Et avec, je sais pas si tu as vu, ils ont parlé de la mécanique d'avoir des équipements face down et de les retourner à des moments et tout. Et j'ai vu une théorie sur Twitter aujourd'hui qui disait il y a un monde où Enigma va jouer les équipements avec Ward, qu'on a vu qui synergisent très bien entre eux, mais qui sont pas ouf parce qu'en fait, tu commences avec et t'es en mode bah ils sont détruits, ah zut. Mais tu vois, si elle peut les flip à un moment, genre elle accumule un board state, puis elle flip les équipements Ward, elle prend genre 2 tours de value au-dessus en perdant son board state, mais du coup en pouvant le refaire et genre en accélérant son snowball là-dessus. Into après c'est détruit. Ça peut être intéressant. Et du coup, ça en fait. Enfin, si elle joue beaucoup avec les trucs avec Ward, par exemple, ça en fait, comme tu disais, comme pour les anges, quelque chose où c'est plus facile de juste dire je vais face avec n'importe quel deck et de quand même l'attaquer un peu aux deux niveaux. C'est aussi un illusionniste qui ne sera pas light, donc il n'aura pas accès à toutes les auras Spectra light. Et vu le développement actuel que LSS propose sur les illusionnistes, il ne devrait pas y avoir d'aura avec Spectra dans la prochaine édition. Peut-être des trucs avec Ward comme Phantom je sais plus quoi là, ou Blessing of machin et tout, enfin les trucs de Dynasty en gros. Et auquel cas, bah, ça c'est des trucs qui sont beaucoup plus faciles à attaquer, entre guillemets. Enfin, qui sont pas beaucoup plus faciles à attaquer, mais qui sont attaquables par tous les decks. Là où Spectral n'est pas vraiment, et là où les dragons le sont difficilement aussi. Mais voilà, donc je te rejoins sur le fait que ça va être intéressant aussi de voir comment les decks libèrent de la place en sideboard s'ils décident que Prism n'est pas une raison suffisante pour target illusionniste, en tout cas en attendant Enigma, avec le départ de Dromite. De la même manière que pendant un moment, Kano était vu comme un moins bon deck, comme très peu représenté, et que du coup, c'était un deck où les gens, en général à raison, argumentaient que ce n'était pas rentable de mettre 2 ou 3 sideboard slots, voire des fois plus, pour le match-up, sachant que tu n'étais pas sûr de le croiser. Là, tu vois, il y aura peut-être le même argument sur Prism. Ok, bah j'en ai genre 2 sur mon ProQuest à 40 joueurs. Bah, je vais pas mettre de popper parce que, en fait, de toute façon, genre, je vais les dodge. Et si je les dodge pas, bah, c'est pas sûr que j'ai mes poppers et tout. Et du coup, je préfère mettre genre 3 autres cartes qui sont activement bien contre autre chose que de mettre ça contre Prism. Donc, ça va être intéressant. Et ça peut aider justement Prism à gagner un peu en popularité et en efficacité entre, comme je le disais au début, le départ de Dromai qui lui fait perdre un de ses pires match-ups et la descente dans les sideboards du nombre de poppers. Oui. Mais bon, Très bien. moi j'ai hâte de voir tes Clovosen. Bah, Clovosen, en fait, j'ai j'espère que juste ça va hâte faire de des voir trucs. si des gens vont faire de nouvelles choses avec des héros qu'on a peu vus. J'espère aussi que tous les héros qui dorment un peu auront des cartes cool dans les expansion slots de la prochaine extension. Parce que j'avoue, c'est Ouais, toujours un peu. J'avoue que Dromai qui, avec une carte, devient un deck exceptionnel, où ça règle tous les problèmes du deck, et où le deck devient incroyable parce qu'il existe une carte, je trouve ça exceptionnel. Moi, j'adore. Je trouve ça trop ouais. bien. Mais tu Et, vois, moi et j'aimerais bien. on oublie les équipements de Boltin qui rendent le deck exceptionnel depuis que il a son nouveau casque là. Enfin, genre. Moi j'aime Ouais, trop ce genre de truc là. Quand t'as genre ouais, une moi carte, j'aime beaucoup tout aussi. d'un coup rend un deck viable. Donc j'ai hâte On qu'il y en ait d'autres qui rendent Teklovosen viable. Ou en a déjà Viscera. parlé, mais effectivement, les expansion slots sont très bien pour ça. Et c'est vrai que avoir une spé de Teklovosen autre que ce Que Singularity. Singularity et d'avoir un truc qui peut jouer en x3 plus souvent, ou même, genre, moi j'aimerais bien, tu vois, un équipement, genre un équipement légendaire qui ait du bloc de base ou ait un bon effet de base, mais qui soit un Evo de base aussi, tu vois. Pour pas être obligé de jouer genre 4 merdes qui ne font rien tant que t'es pas équipé, mais pour avoir un truc qui genre fait quelque chose activement et qui te permet quand même d'avoir ton plan de jeu plus tard. Et j'aimerais bien aussi, bah ouais, une spé pour max. Enfin, j'aimerais bien des trucs qui, tu vois, petit à petit renforcent des héros qui sont sortis, qui étaient bons slash un peu intéressants à leur sortie dans leur édition, mais qui semblent, qui donnent l'impression d'être encore incomplets. Comme Prism avant de récupérer son arme, comme tout ça, tu vois. Du coup, Très bien. voilà. Sur ce,
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce que... Alors j'ai juste un dernier truc à dire parce que Ouais. sinon des gens vont m'en vouloir et enfin une personne en particulier et j'ai pas envie d'avoir le même DM pendant 3 semaines de la même personne. Je dois présenter des excuses auprès de Riptide parce que j'ai dit que ce deck était un deck de merde plusieurs fois et que j'ai perdu contre en Armory en Blitz. Alors spoiler, j'étais sur Datadol. Mais voilà, donc je dois m'excuser et je dois annoncer que Riptide n'est pas un si mauvais deck. Voilà, je présente mes excuses à Riptide. Très bien. Bah, en tant que Voilà. Riptide, je réponds excuse acceptée. Merci. Non, mais j'espère que la personne qui t'a réclamé ses excuses sera contente que tu les aies faites. Et sur Ah, ce, j'espère bah, aussi. euh, merci de nous avoir écoutés jusque-là. On n'avait pas vraiment de sujet clair cette semaine. On a un peu digressé sur des trucs, des bidules, des machins. Ouais, on Mais m'en a la semaine parlé comme d'hab. prochaine, on revient avec des sujets plus sérieux. Genre, je vous jure. Je vous jure, on revient avec des sujets sérieux. Des sujets sérieux. Bien Mais réfléchi. sur ce, mais sur ce, merci de nous avoir écoutés. Et bah, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.